J'ai une petite question. Ça me tracasse, j'ai eu des discussions avec des amis et tout, et en fait, personne n'est vraiment au courant de la réalité de l'industrie d'armement française. C'est-à-dire, l'État français participe à l'intérieur. Est-ce que l'État français, au niveau actionnaire d'assaut, en tant qu'État, ou c'est simplement une entreprise privée, participe directement avec les dictateurs de tous ces pays que vous venez de nommer, et les autres qui peut-être viendront bientôt, Bolsonaro au Brésil, qui vient d'être élu, avec l'aide d'un pourcentage des actionnaires des Carrefour France. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté totale dans l'idée de l'État français. L'État français, d'un côté, parle des droits humains et des libertés, enfin bref, on est en démocratie, on se moque de Poutine, mais ce qui se passe en Russie, Poutine, la vente d'armes, c'est l'État. C'est clair. Ici en France, non. Ici en France, c'est quelqu'un, un fabricant de balles, et qui va, et il englobe l'État français, c'est-à-dire nous, les citoyens français, dans une guerre ou un business qui le peuple français pourrait dire non, quoi. D'ailleurs, c'est pas démocratique. C'est mon point de vue. Oui, alors, je ne suis pas revenu dans tous les détails, mais c'est vrai que quand une société décide de vendre des armes, elle doit demander l'accord de l'État de façon systématique, en tout cas une autorisation politique. Elle ne peut pas engager des négociations de façon autonome comme ça. Mais oui, et donc, ça veut dire qu'il y a la responsabilité effectivement de l'État qui est prioritaire, même par rapport aux marchands d'armes. Ouais. Même si on doit aussi, pourquoi pas, faire des actions par rapport aux sociétés d'armement, qui ont une responsabilité sociale. Mais c'est quand même, évidemment, d'une part, on est aussi dans une industrie qui est évidemment dépendante de la politique de défense française. C'est-à-dire que si on produit des armes, c'est d'abord pour nos propres forces armées, et c'est précisément parce que c'est pas suffisamment rentable de produire uniquement des armes à nos forces armées qu'on décide après d'exporter. Après, il y a eu tel développement du marché à l'export qu'aujourd'hui, on peut se demander si on ne devient pas dépendant davantage de nos clients que du reste. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, on assiste à un mouvement de balancier par rapport à ça, peut-être, qu'il faut aussi questionner. Et vous avez raison aussi sur les participations, évidemment, de la France à des sociétés à travers effectivement, la France est aussi actionnaire de ces sociétés, parfois majoritaire, parfois non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une société n'est pas autonome sur le plan de sa stratégie commerciale. Elle opère en concertation avec l'État. D'une part parce que pour accéder à des marchés en Arabie Saoudite, en Égypte, c'est les présidents qui vont vendre. Tout à fait. Et d'une part, c'est le président ou les services du Premier ministre qui vont engager des démarches de négociation, mais tout l'appareil de l'État va être mis en branle d'une certaine façon pour faciliter les contrats d'armement. On va mettre à disposition l'armée française pour faire la démonstration du matériel. On va mettre à disposition des attachés de défense qui vont nouer des contacts au plus haut niveau de l'État. Donc oui, c'est un marché qui est avant tout politique d'une certaine façon. Même si la composante économique prend de plus en plus d'importance. Oui, et toutes ces retombées économiques, c'est des milliards. C'est là la quantité d'argent. Je ne sais pas, et ça va où? Tu veux ajouter quelque chose, Patrice? Oui, je vais rajouter. Bon. D'un point de vue juridique, effectivement, en France, la loi par rapport à ça, c'est l'interdiction, la prohibition de fabrication, d'exportation, etc., de tout matériel militaire, sauf autorisation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut produire du matériel militaire est déjà obligée d'obtenir une autorisation qui est renouvelée régulièrement, etc. Après ça, tu l'as bien expliqué au niveau du contrôle de l'État français
sur toute la production du matériel militaire est extrêmement forte. Une entreprise ne s'amusera pas très rarement et très difficilement à faire du trafic d'armes parce qu'elle perdrait des marchés. Le moyen le plus sûr de l'État, dans ces cas-là, il lui supprime les marchés qu'il a avec elle. C'est un marché extrêmement concentré. Après, sur un plan économique, c'est évident que pour les entreprises qui produisent le matériel militaire, c'est des secteurs intéressants. Mais si on ramène, ne serait-ce que le montant des ventes d'armes à l'ensemble du commerce extérieur de la France, c'est pas si important que ça d'un point de vue purement financier. Le commerce des armes, à peu près, représente en gros le commerce qu'on a aussi au niveau commerce extérieur de l'alcool et des vins, ou des produits de beauté. C'est à peu près les mêmes montants financiers, mais ce n'est pas les mêmes enjeux politiques, bien sûr, derrière. Ça offre pas les mêmes opportunités après, puisque les ventes d'armes, c'est d'État à État que ça se passe, et pas d'entreprise à des particuliers, bien évidemment. Et surtout, si on est très axé sur le Moyen-Orient, c'est parce qu'on a besoin de l'énergie et du pétrole qui est là-bas. Et c'est pour ça qu'on a développé. Mais ce n'est pas en termes financiers purs des exportations d'armes. 13 000, enfin, bon, les meilleurs chiffres, 15 milliards, mais c'est autour de 7-8 milliards par an, annuels. Ça représente à peine 1% du commerce extérieur de la France. Mais, voilà, il faut bien distinguer et relativiser cet aspect économique parce qu'on met toujours en avant, ça crée des emplois, c'est pour ça qu'on continue à en vendre. Non, c'est pas ça l'enjeu numéro un. L'enjeu, il est les choix politiques qu'on fait et tout ce que ça veut dire après derrière, le type de relations qu'on établit. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ces pays producteurs d'armes au monde, les plus grands entre la France, sont les membres de sécurité des Nations Unies. La France est le troisième exportateur au niveau mondial. Il y a peut-être d'autres questions pour qu'on parte en... Oui, merci pour la conférence. Je voulais savoir s'il y avait du personnel technique sur place, militaire, à Riyad ou dans les Émirats pour conseiller, pour faire la maintenance, transmettre les connaissances, manipuler. Et au Yémen, peut-être que je reste en retrait, je ne sais pas. C'est une question que je pose. Oui, alors, c'est difficile d'avoir les informations. Il faut dire aussi que tout est sous le secret défense. Donc, si on veut avoir un peu d'informations là-dessus, il faut contacter des gens. C'est compliqué. Donc, on a essayé parfois d'être en relation avec des gens qui travaillaient dans l'industrie de l'armement pour en savoir plus. À notre connaissance, mais ça reste encore à vérifier, il n'y aurait pas d'ingénieurs français qui seraient sur place au Yémen pour assurer la maintenance du matériel, parce que c'est trop risqué pour la France d'avoir quelqu'un qui est sur place sur le terrain. Il y a les forces spéciales françaises qui fournissent un certain nombre d'assistances, qui ne sont pas engagées dans les combats apparemment, mais qui, d'une part, selon certaines sources, protégeraient les sites stratégiques du Yémen, notamment pourraient être impliqués, là encore je parle au conditionnel parce que c'est très difficile de recouper les sources et de vérifier, mais notamment le site gazier de Total pourrait être impliqué et évidemment pourrait fournir de l'assistance technique, assistance au tir, conseil, notamment à l'armée émiratie. Mais pour ce qui est effectivement des entreprises, ce qu'on sait, c'est que évidemment, ce dont on est... Alors, d'une part, il y a sur tout ce qui est volet formation, et là c'est documenté, il y a DCI, qui est une entreprise qui se charge de tout ce qui est formation, qui forme, qui assiste, pareil, les Saoudiens et les Émiratis par rapport à l'utilisation du matériel français. D'ailleurs, il y a des petites annonces par rapport à l'Arabie Saoudite et aux Émirats sur leur site internet. Vous pourrez vérifier sur DCI, vous pouvez postuler si vous avez envie d'avoir quelques frissons.
Et d'autre part, on sait aussi qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a d'une part ces filiales qui sont installées sur place, c'est plutôt ces co-entreprises, et évidemment ces co-entreprises possèdent également des centres de maintenance et peuvent évidemment servir de sociétés qui réparent le matériel. On n'a pas confirmation. Ce qu'on a confirmation, c'est notamment Nexter, qui est un centre de maintenance à Abu Dhabi et qui, du coup, gère effectivement les dommages liés au char Leclerc qui seraient assez importants. Et donc, mais ça n'exclut pas la participation, en tout cas française, au sens où s'il y aurait des nationaux français qui pourraient être impliqués, ne se limite pas à ce centre de maintenance. Il pourrait y avoir aussi des Français qui travaillent, détachés ou non, dans des sociétés émiratiques, quoi. Donc c'est là où ça devient des montages un petit peu complexes. Mais en tout cas, oui, sans les Français, et évidemment sans, comme j'ai dit, les employés de sociétés des Émirats Arabes Unis, du Royaume-Uni et des États-Unis, c'est sûr que la guerre au Yémen aurait vraiment du mal à se poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de transfert de compétences entre, d'un côté, les citoyens, des travailleurs ou des salariés français, et américains et anglais, auprès des ingénieurs émiratis ou saoudiens. Le transfert du mal de compétences a du mal à se faire. Du coup, ces pays restent très dépendants vis-à-vis des ingénieurs étrangers, notamment des pays occidentaux. Ça montre bien que il y a quand même une très très forte dépendance. C'est-à-dire qu'on a un levier politique. Le levier politique est quand même essentiel pour la poursuite de cette guerre. Là encore, on touche ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si à un moment donné, la France décide d'arrêter vraiment cette coopération, elle va demander à toutes ces sociétés qui sont sur place de revenir, et puis c'est tout. Et puis il y a très très peu de chances que la guerre se poursuive, parce qu'on est sur du matériel militaire qui est de plus en plus sophistiqué, qui contient énormément d'électronique, qui se robotisent de plus en plus d'ailleurs, s'autonomisent, de plus en plus s'automatisent par leurs fonctions. On a des systèmes électroniques de visualisation, on a des capteurs, on a des liaisons numériques qui sont en train d'être installées, qui permettent de relier progressivement le matériel militaire aux satellites, aux drones. Vous avez beaucoup de drones, la France a vendu des drones à l'Arabie Saoudite. Et évidemment, on est face à des technologies extrêmement complexes, et qui peut la maîtriser, ces technologies extrêmement complexes ? Les ingénieurs qui l'ont conçues, pas l'État qui vient de les acheter. Donc ça veut dire qu'en fait, cette maintenance se poursuit, et autant évidemment l'Arabie Saoudite et les Émirats, évidemment, quand on leur a vendu du matériel militaire, on leur a aussi fourni un certain nombre de formations, de compétences dans le domaine. Mais ça ne peut pas rattraper 20 ans de compétences françaises dans le domaine de la fabrication des navires, 20, 30 ans, 40, 50 ans, c'est pas possible. Donc l'Arabie Saoudite et les Émirats sont compétents dans certains domaines précis, c'est-à-dire sont autonomes, peuvent faire des choses de façon autonome sur certains points, comme fabriquer des blindés, fabriquer quelques pièces, mais sur tout l'ensemble du matériel militaire, ils restent quand même aujourd'hui dépendants des pays occidentaux, quoi, pour que cette guerre fonctionne et que le matériel puisse rester en activité, quoi, au Yémen. Merci pour votre conférence, initiée de l'Institut des droits de l'homme de Lyon. Est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs mécanismes de contrôle des ventes d'armes en France? S'il y en a, quelles sont les pressions que ces mécanismes peuvent avoir sur la question des ventes d'armement? Ce qui touche le Yémen touche aussi d'autres parties du monde, et je pense principalement à l'Afrique de l'Ouest, où le terrorisme est en train de devenir un phénomène plus ou moins courant. Nous savons bien qu'il n'y a pas de terrorisme sans armes,
Et la plupart des armes qu'on retrouve là-bas, il y a aussi des armes françaises qui circulent dans la région du Sahel. Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle et quelles sont les pressions que ces mécanismes peuvent avoir sur la question des ventes d'armement, pas seulement au Yémen, mais dans toutes les parties du monde où il y a des guerres et où circulent aussi les armes françaises? Oui, mais merci de votre question. C'est vrai que vous avez raison. En fait, le souci, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le contrôle, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que le système de contrôle, il est intégré à l'exécutif par le biais d'une commission interministérielle d'études des exportations de matériel de guerre, la CIEMG, qui relève entièrement du Premier ministre, qui réunit un certain nombre de ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère de l'Économie, qui examinent ces ventes d'armes et qui rendent un avis. Et quand l'avis est favorable, évidemment, il y a délivrance d'une licence qui permet d'autoriser l'industriel à exporter son matériel. Le seul souci, c'est que vous avez à la fois l'exécutif qui vend des armes, qui promeut les exportations d'armes et qui est en charge de leur contrôle. Donc c'est un peu un double jeu d'une certaine façon. Et c'est vrai que les textes internationaux n'ont pas permis à ce que cette situation s'inverse, puisqu'on a un traité sur le commerce des armes qui normalement demande, effectivement soumet les États à des obligations, notamment l'obligation de respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il en est de même de la position commune élaborée au niveau de l'Union européenne en 2008, qui subordonne la vente d'armes au respect d'un certain nombre de critères, comme le respect de la paix, protection maintien de la stabilité régionale, protection des droits de l'homme, etc. Mais le seul souci, c'est que ni l'Union européenne ni l'ONU n'ont mis en place un mécanisme de vérification et de sanction externe aux États. C'est-à-dire qu'ils laissent finalement le soin aux États eux-mêmes, et donc de façon logique au pouvoir exécutif, le soin de vérifier eux-mêmes si leur vente d'armes respecte ou non les droits de l'homme. Et ça aboutit à des situations ubuesques, c'est-à-dire qu'en 2016, vous aviez une réunion entre États sur le respect, qui évaluait le respect des États par rapport au traité sur le commerce des armes. Et cette réunion, elle portait entre autres sur le Yémen, devait porter sur le Yémen, et les États, quand ils ont vu le sujet apparaître, ils ont refusé de s'exprimer sur ce conflit, quoi. Voilà, parce que c'est eux qui maîtrisent tous les leviers dans le domaine et ils ne souhaitent pas voir évoluer leur rôle. C'est pour ça que, en tout cas à l'Observatoire, on milite beaucoup pour que se mette en place un contrôle parlementaire effectif des ventes d'armes, qu'il puisse y avoir, comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, une commission représentant tous les groupes politiques, qui puissent se réunir régulièrement, avoir accès au secret défense et rendre des avis au gouvernement, voire même annuler des transferts d'armes dès lors que des contrats d'armement, dès lors que il y a infraction potentielle effectivement au droit international, et faire en sorte au moins qu'il y ait un débat sur le sujet, qu'il y ait un tiers dans le dispositif qui puisse jouer le rôle d'alerte, parce que là c'est vraiment c'est un système qui tourne sur lui-même, et aujourd'hui on aboutit à l'impasse actuelle qui est ce conflit-là. Et si on ne change pas les mécanismes par lesquels le pouvoir s'exerce, on n'arrivera pas à changer la politique de façon durable. Les mêmes problèmes se reproduiront plus tard. Oui, bonsoir. Merci pour ces informations. Moi j'avais deux petites remarques. Vous le savez, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée en France, et 6 plaintes même, contre les Émirats en France pour chaque équipation, en tout cas, c'est contre crime de guerre et pour tout ça. Donc, ça, c'est aussi un mécanisme qui permet, et qui d'ailleurs en France, c'est la compétence universelle, il y a beaucoup de choses qui permettent quand même de
soit de poser le débat dans les tribunaux, et aussi de faire signifier à ces criminels qui ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent. Il y a les mêmes plaintes en Tunisie, en Argentine, certainement en Angleterre. Donc ça, c'est aussi des mécanismes. La deuxième, c'est aussi c'est comment prouver. Aux États-Unis, il y a tout un débat où l'Amérique il est impliqué, mais il n'est pas au sol. Donc il y a tout un débat avec ces Américains qui fournissent le fuel pour toute l'assistance technique, mais ils ne sont pas directement engagés, ce qui fait qu'il n'y a pas le feu vert du Congrès. C'est pareil en France. En France, je pense qu'il a une base aux Émirats. Il a des accords, tout est caché, etc. Je pense qu'aussi, il y a ces leviers à faire jouer jusqu'à ce qu'on trouve quand même. Il faut savoir que les Émirats et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de Saoudiens qui s'engagent. C'est essentiellement des Soudanais, des Marocains qui mènent la guerre, des mercenaires qu'on paie. Un Saoudien ne s'engage pas dans l'armée, il est un Émirat. Les types, ils vivent de genre 5, ils vivent ailleurs. C'est souvent des mercenaires et souvent des armées pratiquement composées essentiellement entre guillemets, d'étrangers. Et il y a parié que, montant de la hiérarchie, il y a aussi bien sûr des militaires ou des mercenaires, des anciens militaires, des conseillers qui viennent notamment aussi de France. C'est de ce côté-là, ce genre de levier aussi à creuser. Oui, il y a un ensemble de leviers, effectivement, sur lesquels jouer. Effectivement, il y a une plainte qui a été déposée par l'association AZER par rapport au non-respect de la France de ses engagements internationaux. Après, je pense qu'on ne doit pas déléguer ça non plus simplement aux juges. C'est un outil, mais ça remplace. Enfin, on voit bien comment, en fait, le fait qu'on ait une industrie d'armement avec 160 000 salariés, qu'on ait aussi une armée qui, d'une certaine façon, multiplie les interventions extérieures sans que ça pose énormément de débats. On pense par exemple à l'intervention française au Mali, qui quand même conduit aujourd'hui à une situation extrêmement dramatique, dont on regarde aussi les effets, qui ne sont pas uniquement liés évidemment à cette intervention-là, mais devrait se poser quand même la question, est-ce que cette intervention aussi a renforcé des aspects négatifs de ce qui se passe au Mali? Et ce débat, on ne l'a pas quand on aborde la question du massacre notamment des Peuls, d'un peuple du Nord Mali. Aujourd'hui, ça devrait être dans le débat public. Donc je pense que oui, il y a ce levier-là, mais je pense qu'il faut arriver aussi à construire des mécanismes de démocratie durable. Alors en France, sur le sujet, et ça peut passer que par une évolution des pratiques politiques et peut-être citoyennes, une évolution des pratiques politiques, parce qu'il faudrait vraiment aboutir à une réelle démocratie parlementaire en France et sortir de ce côté monarchie présidentielle qui conduit à perpétuer un système international où on a l'impression que face on, c'est le discours, la France respecte les droits de l'homme, mais face off, elle utilise des trafiquants d'armes, des milices, d'une certaine façon, voire même est lancée dans des opérations d'assassinat ciblées, sans qu'il y ait de contrôle démocratique. Donc il faut à un moment donné se poser la question, est-ce qu'on est réellement en démocratie, quoi ? Est-ce que ce que pratique la France à l'international, c'est vraiment la démocratie qu'on souhaite en tant que citoyen, surtout quand on voit aujourd'hui le désastre du Yémen, le fait que nous, à l'Observatoire, on a quand même énormément communiqué dès 2013, au moment de ce contrat d'ONAS, 2014, en disant attention, il y a toutes ces ventes d'armes qui se préparent. Même en 2016, on a d'une certaine façon alerté les médias. L'opération au Yémen était lancée depuis 7-8 mois. On a fait des débats, il y avait la presse. Voilà, et c'était une année où la France a livré 1 milliard d'euros d'armement à l'Arabie Saoudite, et le simple fait qu'on puisse, nous, en tant que société civile, sonner l'alerte, n'a pas permis de changer les choses, malgré l'état c'était le début de l'effondrement du pays, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une guerre, on ne va pas la rappeler, mais qui est quand même orientée contre les populations civiles, qui est pour nous une sorte de nouveau Rwanda, quand même,
où vous avez quand même les Saoudiens qui bombardent spécifiquement des marchés, des fêtes de mariage, des embarcations de pêcheurs. Il y a un blocus maritime qui fait que il y a des millions de Yéménites voilà, qui menacent de décéder du fait de la famine. On a des cas de choléra qui prospèrent. Et ça date pas d'hier, même il y a 3 ans, ça commençait à être documenté. Et malgré les multiples alertes des ONG, en fait, on a une situation qui fait que s'aggraver. Et tout ça pose la question d'aujourd'hui, comment ça se fait qu'il n'y a pas de changement de politique, quoi. Et on touche là vraiment à quelque chose qui est de l'ordre du blocage institutionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mécanisme démocratique de contrôle qui permet d'enrayer la machine dès lors que l'exécutif a fait des choix. Et ça, il est vraiment temps de le mettre en place, parce que sinon on va encore renouveler, les problèmes vont se reproduire. Hein. Enfin, je veux dire, on a eu l'Algérie, sous De Gaulle, qui est quand même une page sombre de la Ve République. On a eu le Rwanda, on a aujourd'hui le Yémen, on a l'Égypte aussi, hein, où on a vendu les transferts d'armement et de matériel de surveillance à l'Égypte ont explosé à partir de 2012, puisqu'on est passé de 60 millions d'euros d'armement livrés à l'Égypte en 2010 à plus d'1 milliard en 2015. Et c'est de l'armement qui est utilisé contre les populations civiles, qui permet de les ficher, de collecter leurs données personnelles, hein, des systèmes de contrôle de la population. On a vendu des drones, on a vendu un satellite qui contrôle les mouvements de foule en Égypte, et le résultat, on le voit aujourd'hui avec 60 000 opposants politiques qui ont été emprisonnés par le régime égyptien. Alors il n'y a pas que la France qui est impliquée, il y a aussi les Allemands qui ont aussi beaucoup vendu des technologies, il y a aussi les États-Unis évidemment, mais la France s'est vraiment engouffrée dans la brèche au moment de François Hollande, parce qu'il y avait des critiques des États-Unis au coup d'État d'Al-Sisi, et la France s'est dit j'ai ma carte à jouer. Le Drian a multiplié les prises de contact auprès d'Al-Sisi, il est devenu aujourd'hui un de ses plus proches amis, c'est presque une relation quasi familiale. Enfin bon, la façon dont ils se mettent en scène, avec effectivement des photos, on voit le Drian fêter son anniversaire avec Al-Sisi. Alors c'est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui vient quand même au départ dans ses jeunes années de la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc tout ça pour dire que les alertes ont beau se multiplier, elles n'ont pas pour autant d'effet. C'est-à-dire que tant qu'on ne reverra pas les systèmes institutionnels par lesquels les décisions politiques sont prises, il y a peu de chances pour que ça change dans un proche avenir. Et ça, si on veut changer le système institutionnel ou le faire évoluer par des mécanismes, construire par exemple une forme de réelle démocratie parlementaire, au moins sur le sujet, il faut aussi que les citoyens s'en emparent, parce que sinon, et interpellent eux-mêmes leurs représentants politiques dans la région notamment, parce que sinon on a peu de chances de voir évoluer la situation, et les mêmes causes produiront les mêmes effets. On peut voir quand même, notamment sur ce sujet, quand on s'inscrit dans des temps longs, que les mobilisations permettent quand même de faire évoluer les choses, même si en matière de transfert d'armement, on est un petit peu pour le moment au milieu du gué, parce que les premiers, tu as fait référence à la position commune de l'Union européenne ou au traité sur le commerce des armes qui a été mis en place en 2014. Ce sont des réglementations, des évolutions, en tout cas des choses, qui sont nées des mobilisations citoyennes. La position commune sur l'Union européenne, elle a commencé à se mettre en place après donc, tout ce qui s'était passé donc, dans les années 90 par rapport au Koweït, et notamment par rapport à l'Irak, où déjà la France se retrouvait en première ligne, avoir fourni à l'Irak beaucoup de matériel militaire, qui en avait fait une armée plutôt puissante et qu'après on est allé détruire, effectivement. Mais des mobilisations qui sont nées contre cette guerre contre l'Irak
ont débouché d'abord les premières réglementations au niveau de l'Union européenne, qui s'appellent, bon, d'abord c'était des critères internes à l'Union européenne, mais ces réglementations-là nécessiteraient, et bien sûr, une nouvelle mobilisation importante, parce qu'on est resté au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on confie à l'État d'assurer lui-même. On lui demande de s'auto-réguler. Le cadre a été posé, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre des armes normalement à des pays qui pourraient les utiliser contre les droits humains, etc. Mais on n'a pas été jusqu'au bout du processus en mettant à la fois une instance supérieure qui permet de vérifier, indépendante des États eux-mêmes, et puis un système de sanctions, tout simplement, à l'encontre des États qui ne respectent pas leur propre réglementation. Et donc c'est là qu'il faut peut-être éviter d'attendre chaque fois qu'il y ait des catastrophes pour se mobiliser. Encore pour le Yémen, c'est déjà un peu tard, mais pour aller jusqu'au bout du processus et d'arriver à ce qu'on puisse agir, limiter nos exportations, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Dans certains pays, bon, effectivement, la France est un peu en retard, tu l'évoquais, en Allemagne, Suède, et même aux États-Unis, le Parlement est impliqué. Il y a des pays qui ont quand même décidé de limiter leurs exportations d'armes au Moyen-Orient, compte tenu de l'utilisation qui en était faite, mais parce qu'il y avait eu une mobilisation citoyenne et parlementaire qui ont relayé la mobilisation citoyenne. Nous, en France, c'est une des difficultés qu'on rencontre, mais c'est des choses possibles. C'est pour ça que je voulais un peu rajouter un peu ces éléments. C'est des choses qui ont déjà eu lieu, qu'il faut poursuivre, mais qui sont, oui, qu'on peut faire si on le souhaite, si on se bouge pour. Oui, voilà, je ne voulais pas laisser vraiment une note négative, parce que c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui qui est plus que présent. Le gouvernement doit se justifier jour après jour sur ses ventes d'armes. On voit mal comment cette politique est aussi tenable sur le long terme. Je pense qu'il y a aussi des industriels de l'armement qui s'interrogent et qui tentent soit de réorienter leurs contrats parfois ou de les camoufler. Non, il y a vraiment un débat, c'est vraiment aujourd'hui un débat extrêmement vif. La presse en parle aussi beaucoup. Et je pense que ce débat, il n'est pas forcément prêt de s'éteindre, parce qu'il y a aussi le cas de l'Égypte, sur lequel on n'est pas vraiment revenu, mais qui est une vraie problématique aussi. Et on voit bien qu'on ne peut pas peut-être rester sur ce constat-là, et qu'il y a aussi un mouvement européen, comme Patrice l'a dit, qui va vers une suspension de ces ventes d'armes, une remise en cause de se laisser aller, où on se laisse engager dans les contrats d'armement avec ces régimes autoritaires, qu'on est peut-être aujourd'hui en train de comprendre qu'il y a un retour de balancier, et qu'on n'a peut-être pas forcément intérêt à laisser prospérer des zones de chaos, que peut-être que ça questionne aussi nos valeurs, de voir tous ces massacres, notamment au Yémen, et que peut-être qu'il serait temps qu'il y ait une prise de conscience. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve. La Finlande, la Norvège ont décidé de suspendre leur exportation d'armes, et l'Allemagne aussi. Alors évidemment, il n'y a pas de réponse magique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de suspension, c'est-à-dire que les États utilisent aussi des mots pour dire on suspend, mais on n'annule pas forcément, c'est-à-dire on n'injure pas forcément l'avenir. Mais ça montre surtout qu'il y a une réelle pression de la société civile, et que cette pression-là finit par porter, et finit par pousser dans le retranchement les gouvernements. Et je pense qu'il faut arriver à l'amplifier, à la fois dans les pays étrangers, mais aussi en France. Mais vous y croyez, la situation qui est en train de se produire en Ukraine actuellement, ça, ils vont nous y vendre des armes là, à tous. L'OTAN complète, là, ils vont se canarder bientôt, là. C'est une guerre qu'ils sont en train d'inventer. Et ils vont la faire. Mais on ne va pas résoudre magiquement. Non, pas résoudre, mais en tout cas,
on arrive en retard, si vous voulez. Ah, mais oui, c'est pour ça que justement, quand on réfléchit au coup d'après, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette situation se reproduise. On a en partie des solutions, en tout cas, voilà, qui ont été mises en place, qui permettent à ce que nous, citoyens, on puisse avoir des relais auprès du Parlement, parce que l'avantage des députés, c'est qu'ils ont des comptes à rendre dans leur circonscription. Ils sont faciles à interpeller, ils ont un peu les chocottes. Quand on vient leur dire écoutez, là, il y a un truc pas normal qui se passe, ils doivent réagir. Et c'est vrai que c'est un levier aussi en tant que citoyen pour pouvoir agir. Mais juste une autre remarque, c'est vrai qu'à un moment anti-guerre en France, il a existé, il est quelque part aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de raisons, ne serait-ce que peut-être ceux qui ne sont pas convaincus, d'expliquer pourquoi, du jour au lendemain, il y a des milliers de Syriens qui débarquent, ou d'autres. Donc ça, c'est pour citoyens lambda. Et la deuxième, c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé, il y avait plein de lâcheté, mais pratiquement des compromissions avec toutes ces lois sur le terrorisme, ça n'a pas aidé non plus. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu parles, on va te sortir tout un discours ficelé, de patriotisme, etc. Et le dernier, bien sûr, l'industrie de l'armement qui pèse avec un syndicalisme très puissant et très présent. Les types, ils sont, le dimanche, ils sont CGT, ils sont de tous les syndicats, mais malheureusement, quand on parle nucléaire, etc., ça ne dérange pas. C'est-à-dire le salaire alimentaire, etc., ils justifient tous les renoncements à des principes ou à des crimes. Je ne dis pas qu'ils sont complices, mais si, ils sont complices quand même un peu. Parce que, en Afrique, comme tu l'as dit, en Afrique, il n'y a pas une seule usine qui fabrique des cartouches. Donc, y compris quand il y a des guerres, même entre factions, entre pays, etc., on va fournir aux deux. Il a été dit tout à l'heure quand la France, il louait des étendards dans la première guerre de Iran-Irak, et en même temps, il fournissait un petit peu, pas beaucoup, les Iraniens. Donc, il était gagnant des deux côtés. Oui, bonsoir. Marc, un citoyen lambda. On a évoqué l'Ukraine, ça m'a rappelé l'OTAN. On n'a pas parlé de l'OTAN, hein, et je voulais savoir si le fait que la France soit engagée dans l'OTAN, est-ce que ça influence la politique de Wanda? Je pense qu'il y a beaucoup de mythes sur l'idée que la France serait entièrement dépendante des États-Unis. Moi, je pense qu'elle a quand même pour aller engager effectivement dans des partenariats avec le Royaume-Uni, bien sûr, les États-Unis, voilà. Mais elle développe aussi une politique d'influence qui lui est propre, en fait, et qui est en concurrence aussi avec d'autres États, quoi. Et c'est vrai que notamment la politique africaine, la politique d'influence en Afrique est quand même spécifique dans l'ère géographique dans laquelle elle s'applique à la France, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une politique qui développe notamment à ces colonies, qui est perpétue sous une autre forme aujourd'hui. Et c'est un petit peu la même chose évidemment au Moyen-Orient, c'est-à-dire que la France va saisir sa chance aussi, même quand les États-Unis refusent ou se distancent de certains pays. La France peut choisir, comme ça a été le cas en Égypte sous le mandat de François Hollande, ou pour d'une certaine façon ficeler des contrats ad hoc par rapport au Yémen, va développer sa propre politique. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que y a un imaginaire d'une certaine façon au sein de la population, l'idée que la France est un pays meilleur que les autres, est un pays. Alors certes, la France ne vend pas autant d'armes que les États-Unis, mais c'est pas exactement la même taille, c'est pas non plus. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais on doit aussi réfléchir à la politique de notre propre pays, être comptable de ce qu'elle fait à l'international, parce qu'elle a vraiment une politique qui lui est propre et qui n'est pas forcément dépendante sur pas mal d'aspects
forcément d'autres partenaires qui seraient plus grands, que ce soit les États-Unis notamment. Donc je pense que on doit pouvoir séparer les choses et se dire, bah non, on n'est pas forcément pire ni même meilleur que les Américains. Au contraire, si la France fait des erreurs, si la France s'engage dans des guerres, c'est pas parce que les États-Unis l'ont entraîné dans cette voie. Non, c'est des choix délibérés qui sont faits au niveau politique. Hein. Ça a été vraiment construit par des décisions politiques sous Giscard, Mitterrand, de se rapprocher du Moyen-Orient. Il y a des intérêts spécifiques à la France, Total au Yémen. Voilà, c'est une réalité. Et ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc il faut aussi à un moment donné arriver à se dire on est autant responsable que les citoyens américains, les citoyens anglais, et la question doit être posée de la même façon en France que dans d'autres pays. Ce qui suppose vraiment d'être lucide et sur la politique étrangère qui est souvent réduite à la diplomatie, quoi. On dit Macron, voilà, il est soumis à Trump parce qu'il lui fait un sourire, mais la politique d'influence de la France, c'est pas uniquement de se réunir à des sommets du G20, c'est aussi vendre des armes, c'est aussi d'une certaine façon nouer des contrats économiques. Ça peut être aussi installer une base militaire, ça peut être aussi conquérir un port, installer une base maritime quelque part, un port civil commercial mais qui donne accès à des ressources stratégiques. Ça passe par des grandes sociétés, des entreprises comme Total, etc., qui ont des liens très proches avec l'État. Donc il faut arriver à questionner ces multiples dimensions et pas se cacher derrière le grand frère américain. Il est vraiment temps d'arriver à poser un regard lucide là-dessus, à mon avis. Merci pour votre réponse. Mais moi, je n'avais pas parlé des États-Unis, j'avais parlé de l'Europe. C'est presque pareil, mais il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on considère l'Arabie Saoudite comme un pays agressif face au Yémen. Donc, en tant que citoyen, je pourrais me dire, et je me le dis, que je préférerais que la France ne collabore pas avec cet État-là dans ce cadre-là. Par contre, est-ce que aujourd'hui on considère d'autres pays plus propres, je sais pas moi, l'Estonie ou le Danemark ou n'importe qui fait partie de l'OTAN, je ne sais pas si le Danemark fait partie de l'OTAN, mais est-ce que, comment dire, on voit certains pays plus accessibles que d'autres aujourd'hui qui peuvent dans 20 ans être aussi agressif que l'Arabie Saoudite? Est-ce que le périmètre de l'OTAN nous favorise la vente d'armes à l'Estonie, par exemple, ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a rien à voir entre la vente d'armes et l'organisation militaire française? Non, mais je dirais que. Alors, j'ai pas trop compris complètement le sens de la question. C'est pour dire que. Si tu peux répéter ou simplifier en une phrase ou... C'est pas évident, je sais pas trop. C'est ce soir et je suis fatigué un peu. Est-ce qu'on peut vendre des armes à des pays qui sont. Oui, on peut nouer d'autres relations. Hein. Mais en fait, le truc, j'ai envie d'inverser. Déjà, si la France s'abstenait elle-même de nouer des relations avec des régimes qui sont... Elle a pas... je veux dire, certes, comme j'ai dit, c'est de la politique. On peut faire le choix de se distancer d'un certain nombre de régimes autoritaires. Ce que vous allez me retorquer, c'est si les autres le font pas, la France va se retrouver isolée, elle va peut-être perdre des marchés, etc., etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réalité qui est celle que la France a énormément de marge par rapport à ça. Parce que, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, la France a quand même vendu énormément d'armes pour préparer cette guerre au Yémen. La France a vendu énormément d'armes au régime égyptien pour contrôler sa population. Et on peut
de façon assez objective, dire que la politique étrangère de la France est aujourd'hui plus... Alors, il ne s'agit pas de dresser des lauriers, mais elle est quand même un peu plus nuisible que celle de l'Allemagne, qui est beaucoup critiquable sur beaucoup d'aspects. Mais quand même, si on examine ces dernières années, ces 5 dernières années, ce qui a été fait, honnêtement, elle est pire que celle de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de la Norvège. Moi, ça me paraît très très clair là-dessus. Donc il faut arriver à un moment donné à se dire, voilà, on a quand même une marge de progression qui est quand même assez importante. Et si déjà on commence à d'une certaine façon à faire moins de zèle dans notre soutien à tous ces régimes autoritaires parce qu'on souhaite s'appuyer sur le pire pour gagner des contrats dans tous les domaines, et peut-être qu'on aboutira à des situations sur le plan des droits humains, mais aussi d'équilibre de ces régions qui seront bien meilleures par la suite. Et évidemment, il y a les autres pays aussi ont leurs responsabilités dans ce qui se passe au Yémen. Il ne s'agit pas de le nier, mais là encore, on a un mouvement européen qui va vers cette suspension des ventes d'armes, vers l'Arabie Saoudite. Merkel, et quand même, il y a aussi l'opinion allemande qui est beaucoup plus sensible sur ce sujet-là et qui fait pression sur son gouvernement. Et ce qui aboutit quand même à peut-être pas un changement miraculeux de politique, mais à une réelle tension au sommet de l'exécutif. Et cette tension au sommet de l'exécutif, on la retrouve en Finlande, en Norvège, on la retrouve aussi aux Pays-Bas. On l'a vu aussi que ce débat pouvait aussi être vif en Espagne également. Et il est important, au regard de nos responsabilités, que cette tension-là, ce débat-là, puisse être aussi important qu'en France, au regard de nos responsabilités concrètes. Mais évidemment, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'une situation humaine ne va pas magiquement se résoudre. Il faut aussi construire une politique internationale commune en relation avec d'autres pays. On ne peut pas être isolé sur le plan international, ça c'est sûr. Et évidemment, mais dans ce cadre-là, même si on raisonne d'un point de vue collectif, la France est quand même plutôt en retard par rapport aux autres pays, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on devrait plutôt y réfléchir l'essence de la guerre. Parce que la guerre, avant, c'était contre un ennemi. Et la France, aujourd'hui, participe à une guerre contre le Yémen. Le Yémen, ce n'est pas l'ennemi de la France. C'est ça qui est hallucinant, quoi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la guerre, elle est inventée par des diplomates. Et ça dépend quel type de diplomate, ça dépendra du gouvernement qui est en dessous, mais en tout cas, globalement, depuis Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements français sont tous fait la même politique, de droite ou de gauche. Et donc, la guerre, le sens de la guerre aujourd'hui, c'est un business, quoi, tout simplement. Parce que les Yéménites sont rien fait contre les Français, quoi, ni contre aucun citoyen français. Je pense à la guerre du Vietnam, par exemple. Là, je pense à la guerre d'Algérie. C'est le peuple qui se sont rebellés contre le colonialisme. Ils sont renvoyés dehors, les Français. Mais aujourd'hui, les Français, ils sont pour... Heureusement qu'il n'y a pas des peuples qui revendiquent, oui, peut-être les Nouvelle-Calédoniens, peut-être bientôt, peut-être là-bas aussi, ça va se faire quelque chose. Enfin, mais politiquement, il n'y a pas de changement. Et je pense qu'il n'y aura pas de changement. Oh, vous êtes un peu plus... Non, mais soyons réalistes. Ah ouais. Parce que si en France on a Marine Le Pen, elle ne va pas faire des guerres, elle ne va pas faire du business. Ok. Oui, non, mais vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Madame, peut-être une dernière question. Alors, moi, déjà, merci de nous réunir, merci d'avoir ouvert ce débat ce soir. Avant ce soir, je ne connaissais pas l'Observatoire des armements. Alors, est-ce qu'il est possible de vous présenter ce que vous faites, depuis quand, votre périmètre On va prendre il n'y a pas d'autres questions.
Alors, j'ai fait une petite présentation au début, mais c'était peut-être pas très complet. En fait, on est un observatoire qui est né en 1984, qui a été fondé par Monsieur Bouvray, mais qui est ici présent à droite avec une chemise, un petit carreau bleu-blanc, sur l'idée que, en fait, ça suffisait pas de manifester contre la guerre, qu'à un moment donné, être toujours dans la rue, c'était pas forcément suffisant. Il fallait pouvoir étayer l'argumentaire des gens qui descendaient dans la rue par des recherches, par une mise en commun de la documentation auquel les citoyens ont accès, pour pouvoir avancer aussi et être le relais de la société civile auprès du gouvernement et auprès des députés, pour porter ça de façon régulière auprès de la société civile, ce qui a amené effectivement l'association à travailler notamment à s'intéresser aux conséquences du développement de l'arme atomique par la France, et d'utiliser par cela un angle bien précis qui est que la France a fait des tests nucléaires en Algérie et en Polynésie ces dernières décennies, qu'il y a eu énormément de gens qui ont été irradiés, et que c'était une façon de lutter pour les victimes de ces essais, parce que l'Observatoire a beaucoup agi pour que se forment des collectifs de victimes qui défendent leurs droits. Mais c'est aussi un biais pour questionner la place de la France dans le monde, à quoi sert notre appareil de défense, est-ce qu'il est vraiment au service de tous ou au service de quelques-uns, quelle dérive tout ça peut entraîner, de façon à favoriser un débat sur le rôle de la France et vraiment les choix politiques qui sont menés dans le domaine. Notamment, et qui aboutit notamment à une loi sur les essais nucléaires qui a permis l'indemnisation des victimes des essais, qui n'est pas une loi parfaite, mais qui a été une avancée obtenue par l'Observatoire. Donc tout ça, ça va être le mot de fin, s'il n'y a pas d'autres questions. Tout ça permet, doit aussi, c'est positif parce qu'il y a eu une avancée, et aujourd'hui ces avancées-là, on peut arriver à les gagner si on se mobilise. Donc n'hésitez pas à laisser votre adresse, et qu'on pourra vous recontacter si jamais on décide de se mobiliser sur des actions concrètes. Il y a cette volonté-là. On est là pour aussi vous accompagner, pour mener des actions locales, interpeller vos députés, faire d'autres réunions dans votre quartier. Je crois que ça démarre par des actions très très concrètes comme ça, à la base. Jean-Michel ? 2 minutes à l'écart quand même, le bruit de nouvelle. Et oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler j'ai parlé des essais. Et oui, c'est vrai, sur les armes nucléaires, on a effectivement obtenu un traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est vrai, l'année dernière, avec un prix Nobel qui a été récompensé par un prix Nobel. Donc il y a des choses qui avancent aussi. Très étouffé en France. C'est très étouffé en France, ouais, tout à fait. Donc il y a aussi cet acquis-là, et puis on a eu d'autres aussi. Donc vous voyez qu'on peut obtenir des choses même dans ce secteur super opaque, donc il ne faut pas hésiter à vous mobiliser. Et puis il y a c'est un centre de documentation, donc on a, qui est basé sur Lyon depuis 30 ans, on a à peu près 5000 bouquins, un certain nombre de dossiers depuis 30 ans, qui est ouvert à tout le monde. Il suffit de venir, on est monté de Choulan, donc sur l'autre colline, la colline de Saint-Just. Et il y a un certain nombre d'étudiants, de personnes qui viennent pour pouvoir aussi s'informer. Parce que la première chose, c'est aussi déjà de s'informer pour comprendre ces choses-là. Et l'observatoire sert aussi à ça.